un calcul incroyable. Si tu places 4 000 € à 20 ans et que tu le gardes quand tu arrives à 68 ans, les 4 000 deviennent 1 million. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. On va parler de business avec le créateur d'une société qui a 35 ans, qui s'appelle Rassem Flazi, qui a créé sa boîte, qui s'appelle Legal Place, qui permet en fait tout simplement de créer sa société et de faire les démarches très facilement et de manière peu onéreuse. C'est très simple à faire. Vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez créer votre boîte. Il a déjà créé depuis 2017 300 000 sociétés. Il va nous expliquer tout ça. C'est parti avec un Légende Business, Rassem Flazi pour Legal Place. On y va. Salut, c'est Rassem Flazi sur Légende. Aujourd'hui, je vais vous parler d'entrepreneuriat. J'ai créé Legal Place, qui aujourd'hui est l'outil le plus utilisé en France pour lancer sa société. On a rendu ça tellement simple pour que tu n'aies plus aucune excuse pour ne pas lancer ta boîte. Eh ben voilà, bienvenue Rassem, je vais te reprendre le clap. C'est un plaisir de te recevoir. On a discuté rapidement avant l'émission, pas trop, parce que comme ça on garde un peu de fraîcheur. J'essaye de pas trop parler. C'est un Légende Business aujourd'hui, comme on vous le disait juste avant. Tu es entrepreneur, tu as créé ta boîte qui s'appelle Legal Place. Et ce qui est assez fou, c'est que ça permet donc de créer sa société. Ça vous accompagne, parce qu'on ne sait jamais trop par où commencer quand on monte sa boîte. C'est un peu un flou. Et tu as pensé à ça. Ça a été très malin de ta part. Tu t'es dit, mais attends, il n'y a personne qui accompagne un gars qui veut créer sa boîte, une fille qui veut monter sa structure, tu veux monter ta boulangerie, tu ne sais pas par où commencer pour monter une société. Et tu vas accompagner les gens là-dessus. Tu as un cursus très complet. Juste pour savoir, en chiffres, pour qu'on se rende compte quand même, tu as combien de clients par an que tu accompagnes pour monter des boîtes ? Aujourd'hui, on va être sur 30 à 40 000 de nouveaux clients par an qui lancent leur société sur Legal Place, qu'on va accompagner. Donc c'est énorme. Vous étiez pas beaucoup au départ, tu as créé cette boîte, on va revenir après sur le cursus de ta vie, mais juste que vous compreniez un peu la taille de la boîte qu'a créée Rassem, qui est énorme. Vous étiez combien au départ, il y a 7 ans ? Au départ, on était 4, principalement les associés en fait. Putain. Et vous travaillez gratuitement. Et aujourd'hui, vous êtes ? Aujourd'hui, on est 200. Wow, bravo. Ouais. Merci. C'est agréable aussi d'utiliser Légende pour vous présenter des gens qui ont des parcours exceptionnels, on le dit tout le temps. Et c'est hyper important de faire la partie business aussi, parce qu'il y en a plein d'entre vous. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur comment on fait ça, est-ce que vous pourriez parler de ce sujet-là justement. On va reparler de ta vie pour comprendre le parcours, mais tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, toi ? C'est ça, ils sont pas là-dedans ? Ouais. Pas du tout, ouais. C'est plutôt famille, cadre, chercheur, rien à voir avec le business. Rien à voir. Ouais. Et t'as grandi à Oran, en Algérie. T'as un papa syrien, une maman algérienne. Ton quotidien, il n'est pas du tout autour du business, autour de l'argent là-bas ? C'est pas du tout les discussions quotidiennes que tu vas avoir lors du dîner ou au petit-déj, tu vois. C'est plutôt des discussions autour de la science, la recherche, politique, etc. Et l'argent, c'était pas du tout une valeur centrale, quoi. Vous parlez quelle langue quand tu étais gamin ? C'est une bonne question. Mon père parlait principalement l'arabe, parce que le français, c'est pas du tout une langue pratiquée en Syrie. Mais il y a quand même une partie de la famille qui parlait français très souvent. Donc c'était un mix, ça dépendait vraiment du contexte. Tu as des amis qui parlent purement arabe, donc tu parles que cette langue. Alors il y a des dialectes en arabe, comme tu le sais. L'arabe de Syrie n'est pas du tout celui de l'Algérie, en tout cas celui que tu parles dans... Oui, les Algériens vont pas comprendre les Syriens. Ils vont comprendre parce qu'il y a beaucoup de séries et de musique syrienne qui s'est exportée partout dans le monde arabe, mais ils vont comprendre que ce dialecte-là, ils vont pas comprendre l'Irakien, ils vont pas comprendre beaucoup moins l'Égyptien, par exemple, aujourd'hui. Il y a plusieurs déclinaisons de la langue arabe. Ouais, exactement, parce que c'est très large géographiquement, donc ils ont développé, comme le canadien, et c'est séparé un peu du français, et t'as des dialectes qui sont séparés comme ça. D'accord. C'est vrai que parfois, il y a des phrases en canadien, en québécois, qu'on peut ne pas comprendre. Exactement. Tu découvres l'entrepreneuriat quand tu es ado. Comment ça se passe ? Écoute, j'étais ado, comme beaucoup d'adolescents algériens. Je jouais au foot tous les jours, dans la rue. Il n'y avait pas encore d'infrastructure où tu avais des stades partout. Tu jouais avec des gens qui même parfois jouent pieds nus, parce que c'est mieux que de jouer qu'en tang, parce que c'est pas très pratique. Et un jour, j'étais passionné de tech, parce que mon père m'avait mis entre les pattes un Macintosh quand j'étais petit. À l'époque, ça s'appelait pas Mac, mais Macintosh. Ça s'appelait Macintosh. Et en fait, j'étais très curieux de savoir comment ça marche, comment c'est fabriqué, comment ça tourne en fait. Et au moment où Internet est arrivé, c'est là où tu débarques vraiment dans un nouveau monde, parce que ça t'ouvre un univers des possibles depuis ta petite chambre, dans un quartier complètement populaire, dans un coin perdu. Et tu découvres un monde qui, pour moi, était passionnant, en fait. C'est ça, un peu, l'adolescence. T'as quel âge aujourd'hui ? 35. 35 ans. T'as créé à quel âge ta société, là, j'ai créé aujourd'hui, entre Legal Place ? 27 et 28 ans, je pense.
vers cet âge-là, ouais. Ça va être quoi ta première idée de boîte au départ? J'imagine que tu en as eu d'autres avant, Ouais. tu t'es cherché? Écoute, quand j'étais ado, je traînais beaucoup sur les forums et je lisais pas mal de littérature américaine sur la tech, sur les startups, etc. Et ils ont vraiment évangélisé ce monde-là via beaucoup de contenu, bien avant qu'il y ait YouTube, etc. Tu vois. Je me souviens pas vraiment de première idée, mais j'étais hyper inspiré par les mecs sur les forums qui ils mettaient un post, ils disaient les gars, j'ai une idée aujourd'hui, je veux faire ce projet-là, qui veut me rejoindre? Et donc, le mec a un pseudo, tu sais pas comment il s'appelle, quel âge il a, où il habite dans le monde. Ouais, c'est un peu lugubre. Ouais. Et ils arrivaient à mobiliser des équipes, à lancer des sites, à lancer des applications. À distance? À distance. Après, ils se connaissaient, etc. Mais c'est un peu comme le monde crypto d'aujourd'hui. C'était le web à l'époque, tu vois. Et c'était vraiment une mentalité de hacker, de pirate. C'était vraiment des gens qui souhaitaient rester anonymes, etc. Après, ils se connaissent. Mais du coup, c'est inspirant parce que tu vois des gens devant toi, en direct, en train de lancer des projets. Et quand tu es ado et tu vois ça, ça normalise beaucoup pour toi la chose, tu vois. Si t'as pas vu ton oncle, ton père, ta mère le faire, mais tu vois des vrais gens autour de toi avec qui tu discutes tous les jours le faire, ça banalise. C'est un peu l'inspiration dont tu as besoin pour te lancer, en fait. Tu vas créer une boîte en Algérie au départ ou c'est en France? Non, j'ai pas créé. En fait, la première vraie boîte que j'ai créée, c'était par pure nécessité. Parce qu'en arrivant en France pour faire mon parcours d'études, j'avais pas de financement. Donc en fait, j'étais admis dans une grande école. Donc j'étais hyper content d'un côté. Mais d'un autre côté, j'étais très triste parce qu'en fait, je me disais, mais comment je vais financer ça, tu vois? Genre, comment je vais financer mon séjour, la bouffe? C'est cher, ça revient très cher. Ça revient très cher, surtout quand tes parents sont fonctionnaires. Toi, t'avais pas trop d'argent quand tu... Non, j'avais aucune bourse possible, vraiment, j'étais complètement largué. Et donc, c'était très dur mentalement parce que tu te projettes, tu as un pied dedans, mais en même temps, tu sais pas du tout comment tu vas le faire. Donc, tu te projettes déjà avec le diplôme, avec le prestige, mais tu te dis, c'est peut-être juste un rêve qui va s'arrêter, en fait. Tu t'es créé tout seul. C'est pour ça que c'est intéressant, ton parcours. T'arrives à quel âge en France? À 19 ans. 19 ans. Tu vas à Supélec, c'est ça? Exact. C'est une école qui est comment? Je connais pas, moi, Supélec. Aujourd'hui, c'est une bonne école? Ouais, aujourd'hui, ça s'appelle Centrale Supélec. Donc, c'est la fusion de deux écoles, Centrale Paris et Supélec. Ouais, c'est dans les peut-être top 5 ou 3 grandes écoles de France, en fait, avec Polytechnique. Donc, c'est une très bonne école? C'est une très bonne école. Et donc, c'est pour ça que c'était une torture de se dire que ça va pas marcher juste parce que t'as pas l'argent, ce qu'il faut. Ouais, exactement. Comment t'as fait? Et donc, m'est venue l'idée de dire, OK, maintenant, j'ai besoin de gagner de l'argent. C'était pas quelque chose qui était très important pour moi quand j'étais ado. Tu vois, j'ai commencé à faire des projets quand j'étais ado où je gagnais un peu d'argent. Mais très vite, ça m'intéressait pas trop. Je passais à des sujets qui m'intéressaient plus. Mais là, j'étais vraiment dans le besoin, tu vois. Et donc, l'idée, c'était que comme je savais faire de la tech, je voulais faire juste de la prestation de service pour des gens qui en avaient besoin, pour des sociétés en France. Donc, j'ai commencé à tâtonner sur comment trouver des clients. J'ai jamais su ce que c'était que démarcher, le networking, le réseautage, c'était un truc que j'avais pas du tout en tête. Tu vois, quand t'as 19 ans, tu penses pas, surtout à l'époque. Puis il y a des gens qui l'ont pas, qui l'auront jamais. Ouais, il y a des gens qui l'ont. T'as pas envie d'aller vers les autres. Exactement. Donc comment tu vas démarcher des gens que tu connais pas, de vendre. C'était limite on dénigrait cette partie commerciale en fait dans le milieu un peu académique, dans les milieux de recherche, tu vois, dans lequel j'ai un peu baigné dans ma famille. C'était pas quelque chose de noble. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. C'était les débuts de LinkedIn. Si, c'était les débuts de LinkedIn. Et justement, c'est là où j'ai trouvé enfin mon moyen de démarchage, parce qu'à l'époque, personne ne démarchait sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu es harcelé sur LinkedIn de messages de commerciaux. Je me suis lancé sur LinkedIn. Moi, j'ai découvert il y a quelques semaines. Ouais, j'ai fait un compte. J'ai 15 000 abonnés, c'est petit, hein, mais j'ai fait Guillaume Play. Puis Légende, on a fait le compte de Légende. Si vous voulez nous suivre aussi sur LinkedIn, si on va mettre les liens cliquables sous la vidéo. On va mettre ton lien aussi si vous voulez retrouver directement ces réseaux, mais aussi les réseaux de Legal Place. On va vous expliquer après justement comment tu es venu à avoir cette idée. Et voilà, si vous voulez à un moment donné cliquer pour aller voir tout en écoutant la vidéo, vous pouvez le faire comme ça. Ouais, LinkedIn, c'était pas du tout la jungle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde doit y être. Il y a beaucoup de commerciaux qui t'écrivent tous les jours et t'es hyper sollicité. Mais à l'époque, c'était le début du truc. Et du coup, je ciblais les chefs d'entreprise où je pouvais avoir un lien, par exemple ceux qui étaient des anciens de Centrale Supélec, et donc il y avait un lien de confiance parce qu'ils se disent ok, c'est un étudiant qui est là-bas, et c'est là où ça a commencé à marcher. Je commence à avoir le premier client, deuxième client, après tu as le bouche à oreille qui se met en place, et là je me relâche un peu, je dis ok, je pourrais financer les mois à venir. Bien sûr, tu négocies le loyer de ne pas le payer tout de suite. Ça coûte cher une école comme tu as fait? Non, c'est public. C'est public ces écoles-là. En fait, les meilleures écoles d'ingénieurs en France sont publiques, c'est une chance. Donc gratuite.
sont quasiment gratuites. C'est fou quand même, on a de la chance en France. C'est une énorme chance. Parce qu'après, on va parler d'Angleterre, c'est pas du tout le même délire. Ah oui? Ah oui. Parce qu'après, t'es parti à Cambridge? Exactement, ouais. Combien de temps après avoir fait... J'ai fait 2 ans à Central Supélec. Et en fait, la 3e année, au lieu de la finir là-bas, ils te donnent la possibilité de faire un master dans une université qu'ils reconnaissent. Et si tu le réussis, ils te valident leur 3e année à eux. Donc c'est un bon dispositif. C'est vraiment très très dur de rentrer à Cambridge? Ouais, c'est dur parce que, contrairement aux écoles françaises qui sont très célèbres en France, là-bas, ils sont très célèbres dans le monde. Donc, tu as tous les Chinois, les Indiens, qui viennent... toute la planète qui veut y aller. Exactement. Ouais. Et moi, à l'époque, je voulais faire les américaines, mais ça coûtait encore beaucoup plus cher. C'est combien une école? On n'a jamais parlé de ce sujet. Ouais. Les grandes écoles, donc en France, il y a les publics, c'est gratuit. Cambridge, c'est public ou c'est privé? Cambridge, je pense, c'est un truc un peu hybride. Mais en Angleterre, il n'y a rien qui est gratuit. Même le public, tu vois, c'est un minimum de 9000 livres sterling par an, quand tu es en Angleterre. Et quand tu es dans du Oxford-Cambridge, ça dépend des masters que tu choisis, mais ça peut être 20, 30, 40 000 euros l'année. L'année? Ouais, exact. À l'époque. Donc je pense que maintenant, avec l'inflation, ça doit... Et tu parlais des États-Unis, encore plus cher, c'est quoi? Les États-Unis, c'est de l'ordre de, si tu prends Stanford, MIT, etc., ça va être dans les... entre 60 et 100 000 l'année. Par an, ouais. Par an, ouais. Donc, et c'est des études de combien d'années? Alors, un master, ça peut être une ou deux années. C'est cher, c'est-à-dire 10 000 euros par mois. Oui. L'école, c'est quand même, faut la rentabiliser, quoi. Faut Exactement. vraiment étudier fort. Faut être motivé, quoi. Et du coup, les gens s'endettent. Ils prennent des crédits pour ça. Et moi, c'était hors de question. Je voulais vraiment y aller sans avoir à commencer ma vie avec des dettes. Avec un compte négatif, ouais. Ouais, exactement. Et parce que je voulais lancer une boîte après. Donc, tu peux pas avoir beaucoup de dettes quand tu te lances dans un business. Il faut travailler. Tu dis dans tes interviews, j'ai regardé un peu ce que tu avais fait avant, tu dis beaucoup de gens avaient un fantasme des grandes écoles. T'as été déçu, toi, des grandes écoles? C'est quoi ton ressenti, in fine, tu vois, quand t'as fini ça? Est-ce que tu dis que ça valait le coup, que ça valait pas le coup? Est-ce que si tu devais refaire la même chose, tu referais pareil ou pas? Alors, en France, c'est très spécial parce que le prestige est limite plus important que combien tu pèses, combien d'argent tu as. Tu vois, on a un snobisme qui est très, très fort. Et les grandes écoles, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que c'est un des rares pays dans le monde, je pense, où à 60 ans, 70 ans, dans un dîner, tu vas te présenter en disant « j'ai fait telle école », tu vois, alors que ça date très très loin. Tu l'as certainement vécu, où tu as des gens qui se présentent, ou en tout cas, tu leur demandes « tu as fait quoi comme études », etc. Alors que dans beaucoup de pays dans le monde, c'est pas du tout le cas, tu vois. On a oublié l'université. Donc c'est spécial, c'est particulier en France. Si tu veux rester en France, c'est sûr que ça joue. Ça va pas te déterminer tout le succès dans ta vie, c'est sûr. Mais ça peut aider, ça peut accélérer, tu es plus crédible dans certains milieux, etc. Mais ce que ça t'apporte le plus, je pense, c'est pas les cours ou les profs, parce que ça, tu peux avoir de très très bons partout, en fait, tu vois. Dans toutes les universités de France, tu as des profs incroyables. Mais ce que ça va t'apporter, c'est que tu vas rencontrer des gens exceptionnels. Parce que comme c'est un concentré de... Tu fais un réseau de ouf, quoi. Déjà, tu as un réseau de ouf, c'est sûr. Beaucoup de tes potes vont arriver à des postes importants en France. Ça, c'est statistique. Mais surtout, tu vas t'inspirer. C'est-à-dire que déjà, à l'âge de 18, 19, 20, 21, déjà entouré de gens qui vont te faire ouvrir l'esprit de fou. Ils vont te faire croire que c'est possible, etc. En fait, on dit qu'on est la moyenne des 3 personnes qu'on fréquente le plus dans la journée. Exact. C'est sûr que si tu es entouré de plein de jeunes entrepreneurs qui ont plein d'idées à la minute, bah, tu vas être porté un peu, quoi. Exactement. Et donc, c'est ça le principe. Pour moi, c'est la plus grosse force des grandes écoles, c'est ça. Le réseau, l'entourage. L'entourage qui va te porter sur des choses que tu peux pas découvrir tout seul. Question à un entrepreneur, du coup, qui est passé de 4 à 200 salariés, une grosse boîte avec 40 000 clients par an. Félicitations, Legal Place. Question, est-ce que le diplôme est important pour réussir en France? C'est un débat que j'ai eu il y a une semaine dans un dîner avec des potes. C'est quoi ton opinion là-dessus? Il y a tous les exemples. Tu vois des entrepreneurs qui ont réussi sans avoir aucun diplôme. Et tu en as d'autres et tu vois aussi que la majorité des startups en France sont gérées par des HEC, des polytechniques, des centrales, tu vois. Et donc, c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que les gens ne sont pas bons parce qu'ils ont fait une grande école. C'est l'inverse. C'est parce qu'ils sont bons qu'ils ont... Tu vois, tu peux pas apprendre aux gens de devenir bons. À la base, ils l'étaient. Donc, ils ont choisi de le faire, mais ils étaient de base, tu vois. Ils ont choisi de faire cette école, mais ils étaient bons de base. Donc, c'est pas parce qu'ils sont passés par HEC qu'ils sont bons. Ouais, on est d'accord. Ils étaient bons de base, quoi. Du coup, s'il y en a qui nous regardent, qui se posent des questions, est-ce que je fais une grande école? Est-ce que je m'endette? Oui, non? Franchement, je pense que si tu as la possibilité de le faire, c'est une très bonne chose parce que tu vas rencontrer des gens incroyables, ça va t'ouvrir l'esprit.
Tu vas trouver tes associés dans le futur, parce que un des plus gros problèmes, c'est de trouver son associé. Tu es dans le business aujourd'hui, toi. Être seul, c'est très, très dur. Et trouver les bons associés quand tu n'as pas cet entourage-là, c'est dur, parce que tous tes potes, tu n'as pas envie de te lancer avec eux. Parfois, tu as envie de... Non, j'ai des potes, je ne me lancerai pas avec eux, je te confirme. Voilà. Non, mais c'est vrai, tu as des potes, et tu as des potes qui vont être plus business, qui vont être calés, quoi. En fait, il faut s'associer avec des gens qui ont des qualités que tu n'as pas. Par exemple, exactement. Je trouve, tu vois, mais ils doivent être bons. Et comment tu les trouves si tu n'as pas un entourage c'est soit du coup de bol, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est un coup de bol. C'est en buvant un café dans un bar. Ah ouais ? J'ai rencontré mes associés d'ici. Non, mais t'imagines Dingue. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Mais c'est pas des mecs qui étaient dans ton entourage à la base. Non. C'était un pote d'un pote, et du coup, tiens, salut, je te présente machin qui est là, ils se reconnaissent, et du coup... Parce que tu as parlé peut-être de ton idée, et du coup, on t'a présenté. Non, même pas, c'est juste des potes dans un bar qui me disent, tiens, c'est drôle, tiens, attends, je te présente un tel. Okay. C'est des potes aussi, et puis voilà, et puis j'ai dit, tiens, j'aimerais bien monter un média, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose d'intéressant, on rencontre des gens passionnants, qu'on mette l'humain au cœur, qu'il y ait des bonnes valeurs et tout ça. Mais c'est ton entourage qui t'a fait rencontrer ces gars-là. Ah ouais, un pote de pote, vraiment, voilà. Coup de bol. C'est ça. En fait, voilà, quand tu es entouré de gens qui ont des potes intéressants, voilà. À un moment, ça va te tes associer un jour, quoi. Il y a un moment donné, tu as eu un pont. En fait, Cambridge et Oxford, qui font partie des plus grosses universités du monde, c'est très prestigieux. Il y a des liens avec la Silicon Valley à San Francisco, le monde des startups. C'est là qu'il y a le headquarter, donc le siège de Google, de Apple, de Facebook. C'est vraiment dans la Silicon Valley, c'est tout petit, c'est un village finalement là-bas. Comment ça se passe le pont pour toi là-bas ? C'est les écoles qui organisent parfois alors je sais pas si c'était l'université elle-même ou c'est des anciens. Tu sais, il y a beaucoup d'Anglais qui partent après aux États-Unis pour travailler. Moi, dans ma promo, il y en a plein qui ont fini chez Apple ou ailleurs. Et en fait, ils ont certainement créé le lien par réseau. C'est-à-dire que comme ils étaient nombreux à avoir fait leur carrière là-bas, ils se sont dit, tiens, on fait un événement, on ramène les investisseurs et les entrepreneurs de la Silicon Valley pour inspirer les gens de Cambridge, parce qu'eux-mêmes veulent avoir ces talents-là. Donc ils viennent aussi pour recruter, tu vois. Toi, tu as vu les deux, tu as vu un peu les Américains bosser, etc. C'est quoi la différence ? Puis après, on va parler d'Eagle Place, mais pour comprendre ton point de vue, tu vois, sur ça, quelle est la différence entre le business aux États-Unis et le business français ? Alors, déjà, en Angleterre, il y a une grosse différence avec la France, c'est qu'ici, tu as des écoles qui sont très écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, c'est très séparé. Et donc, en fait, tu n'es qu'avec des gens qui te ressemblent, mais qui sont vraiment... c'est un moule qui fait sortir les gens pareil, en fait, qui réfléchissent de la même manière, c'est des ingénieurs, c'est des matheux. Et là où, quand tu es chez les Américains ou les Anglais, souvent, c'est des universités où tu vas habiter avec des gens qui vont faire rien à voir avec toi, qui vont faire peut-être de la musicologie, de l'archéologie, etc. Et c'est souvent au croisement des domaines que tu as l'innovation, tu vois. L'innovation arrive quand tu as un ingé qui rencontre un mec dans la musique, qui vont faire un truc dans la musique. Et ça, c'était une grosse différence. Et donc, ça permet vraiment d'élargir ton spectre, c'est possible, quoi. Et tu as dit dans une interview, ils ont moins peur du risque, ils n'ont pas peur de se planter, les Américains. Ça, c'est vraiment une différence ? Ouais, cette culture du snobisme et du jugement qu'on a en France, elle fait que la société ne te laisse pas facilement prendre des risques, tu vois. Et c'est pour ça que tu verras que ça commence toujours dans ces pays-là. Et ensuite, nous, quand on sait que ça marche, on réplique ça en France. Mais on a vu déjà qu'il y a des mecs assez barbares qui l'ont fait là-bas. Et c'est les pionniers, quoi. Ils essayent. Ils essaient. Après, nous, on se dit, OK, il y a moins de risques. Vas-y, on importe le modèle en France. Après, il ne faut pas trop... Il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des risques énormément en France, qui sont pionniers dans ce qu'ils font. Il faut savoir un truc, c'est que dans n'importe quelle activité, tu as toujours une ville dans le monde qui est la capitale de cette activité. Tu vois, genre, si tu te places à la Renaissance, quand la peinture était le truc le plus hype, le plus tendance, le plus en vogue, c'était Florence. Si tu devais devenir le peintre le plus important de ton époque, il fallait migrer vers là-bas. Ouais. Et donc, De Vinci, Michel-Ange, ça, c'est pas des natifs de Florence, mais ils ont fait leur carrière là. Si tu parles de musique classique à l'époque, 19e siècle, c'était Vienne. Même si tu es russe, français, tu dois aller à Vienne allemand, tu dois aller à Vienne pour réussir, tu vois. Et donc, tous les Beethoven, les Mozart ont fait leur carrière là-bas. Et aujourd'hui, la tech, donc tous ces Apple, Google, Microsoft, Silicon Valley. Donc, tu vois que tout le monde entier va là-bas parce qu'il y a une énergie. Tout est une question d'énergie, comme tu disais. Donc, l'énergie là-bas, c'est une énergie très, très forte dans ça. Donc, tout le monde s'inspire de tout le monde. Et c'est pas pour rien que c'est impossible de recréer. Tout le monde a essayé de recréer la Silicon Valley chez soi. Mais Londres, Berlin, les Français, et c'est impossible à recréer.
C'est dur de créer une boîte quand tu es étranger en France. Tu as eu plus de mal. C'est ce qui t'a donné l'idée de créer Legal Place? C'est plus dur parce que administrativement, tu as des limites. Tu sais que moi, par exemple, j'ai eu du mal à la lancer au début parce que quand tu as un visa étudiant, ensuite tu passes sur un visa salarié, il n'y a pas vraiment de visa pour les entrepreneurs. Donc en fait, tu dois soit tu naturaliser français et là, tu peux faire ce que tu veux, soit tu dois vraiment passer par un parcours très long qui te permet d'avoir une résidence de 10 ans et c'est là où tu as le droit de créer une société. Il n'y a pas comme aux États-Unis la carte verte où tu peux bosser? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça encore et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que ça existe, mais ça limite beaucoup. Tu sais, l'énergie qui vient des étrangers dans l'entrepreneuriat, elle est très forte. Tous les fondateurs des grosses boîtes américaines sont des immigrés. Elon Musk est un immigré, il vient d'Afrique du Sud. Apple, Steve Jobs, son père était syrien. Amazon, Jeff Bezos, son père était cubain. Donc en fait, l'énergie qu'a ramène les étrangers, elle est énorme dans l'entrepreneuriat. Et donc il faut qu'on arrive à éliminer ces barrières-là, tu vois. À simplifier, pour ceux qui veulent bosser, créer un truc, une carte plus rapide, quoi. Un visa où si tu recrutes une ou deux personnes, on te laisse travailler, tu vois, ça peut exister. Donc tu as créé Legal Place en 2017. Oui. Comment tu peux le pitcher, tu vois, en une phrase ou deux pour vraiment comprendre facilement? En fait, on voulait créer un truc qui permet de lancer une boîte comme si en appuyant sur des boutons, en fait, tu vois. Comme si tu installais une app sur ton téléphone et tu remplis un formulaire et tu fais suivant, et bam, ta boîte est créée. Ça devait être aussi simple que ça, tu vois. Et on s'est dit, pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi est-ce que c'est un parcours du combattant? Et en fait, le mec qui a fait le système de comment tu crées une boîte en France, il a voulu vraiment s'amuser à le rendre le plus complexe possible parce que c'est un parcours très très bizarre où un mec te demande un papier qu'un autre te demande avant, etc. Enfin, c'est une galère. C'est une galère. Je sais pas si tu as vu le sketch de Romain Fressinet chez Click. Il dit j'ai voulu monter une boîte et en fait, ça m'a pris tellement de temps avec l'administration que à un moment, j'ai oublié ce que je voulais faire à la base. J'ai oublié l'idée, tu vois. Il dit, c'est hyper lent. Et il dit, je comprends les mecs qui vendent du shit parce que eux, il n'y a pas d'administratif. C'est un chemin de croix, en fait. C'est dur. Et on s'est dit, il faut que ça soit aussi simple qu'installer une app. Tu appuies sur suivant, tu remplis un formulaire, tu vois pas l'administration du tout et ta boîte est créée. Toi, tu gères le côté compliqué. Exactement. Et du coup, après beaucoup d'investissements, on a réussi à le faire. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment aussi simple que ça. Et ça a tellement marché qu'un entrepreneur sur 10 en France aujourd'hui, quand il lance sa boîte, il la lance sur Legal Place. C'est énorme la part de marché que tu as pris. Ouais, et avec pas énormément de marketing, tu vois, donc, et rapidement. Donc ça veut dire que par bouche à oreille, ça s'est propagé en fait. T'enlèves la charge mentale un peu relou aux chefs d'entreprise. Qui est très forte. Il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de lancer une boîte parce qu'ils ont peur de cette partie administrative. En tout cas, repoussent, procrastinent leur projet. Donc voilà, ça c'est Legal Place. Après, quand on a fini ça, on a commencé à faire la partie comptabilité pour que ça soit aussi simple parce que c'est tout l'administratif de la boîte, c'est la compta. Tu crées la boîte et tu gères la compta. Exact. La compta, c'est juste, tu déclares combien tu as gagné, quels sont tes coûts, comment tu te payes, mais c'est quand même assez complexe. C'est pour les grosses entreprises, pour les petites entreprises? T'accompagnes tout type de gens? Non, on est surtout sur les entrepreneurs qui se lancent. Parce que ceux qui sont très gros, ils sont très bien accompagnés, ils ont l'argent pour payer des experts comptables, des avocats, etc. L'entrepreneur qui se lance, aujourd'hui, il veut se lancer avec le moins de dépenses possible. Et nous, on veut baisser cette barrière au max pour que tout le monde puisse se lancer, sans se poser de questions. Même si tu veux tester ton idée parce que dans un bar, tu as rencontré ton pote et un pote et te dit « vas-y, on teste une idée alors qu'on est salarié aujourd'hui », que tu puisses la tester sans mettre des économies dedans, en fait. Et ça prend combien de temps à créer une boîte chez toi? En vrai, me sors pas le timing à 10 minutes, non mais à peu près, tu vois. Ça reste pas immédiat encore. Ça prend du temps parce que il y a le temps de l'administration. Exactement. Même si toi tu la vois pas, nous on traite avec elle. Donc en réalité, ça prend aujourd'hui, parce que tu dois aussi rassembler tes papiers. Tu dois chercher toi-même les justificatifs. Tu sais, c'est pénible. On te dit, vas-y, cherche ton passeport, mets-le devant la caméra ou ta pièce d'identité, mets ta tête, etc. Donc ça va prendre en moyenne quelques semaines quand même pour lancer une société. Et si tu as tous tes papiers vraiment prêts au jour où tu commences sur Legal Place, ça peut prendre 2, 3, 4 jours. Mais oui, donc c'est quand même rapide. Hein. Ouais, ça reste rapide, mais la prochaine étape pour nous, c'est d'arriver en France à créer instantanément ta boîte. Et on est en train de travailler dessus pour 2025. Tu as rencontré Mounir Majoubi, qui était ministre du numérique à l'époque. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur Legal Place? C'est très marrant cette rencontre parce que Mounir Majoubi avait lancé une réforme
pour qu'en France, on puisse créer une boîte très facilement. Donc c'est lui le cerveau de cette réforme-là. Bien sûr, la réforme a pris des années et elle a été exécutée. Et donc lui voulait utiliser le service de l'État pour créer sa boîte. Et il m'avait dit que chaque étape du formulaire, il avait peur de l'étape d'après, qu'est-ce qu'il allait avoir comme question, tu vois. Est-ce qu'il saurait répondre, est-ce qu'il ne saurait pas répondre. Et du coup, il est passé par Legal Place. Et il m'a écrit « Merci d'avoir créé le service parce que c'est nécessaire pour la France, tu vois. » Et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'il était juriste de formation. Donc en fait... Même lui a peur. Même lui a peur. Même moi, j'ai peur, en vrai. C'est vraiment... S'il y a déjà 10% des entrepreneurs qui l'utilisent et que tout se bouche à oreille, c'est parce que ça règle un vrai problème, en fait. Tu sais que tu parlais du recrutement pour monter une équipe, tu sais à quel point c'est important, une bonne team, etc. Comment tu recrutes une bonne équipe? Alors, ça ne concerne pas tous les entrepreneurs parce que tu peux être freelance et ne pas avoir besoin de recruter. Et donc, tu t'enlèves une énorme partie du problème, tu vois. Mais il y a quand même beaucoup de boîtes où tu ne peux pas faire seul, tu vois. Et recruter, c'est sans doute la chose la plus importante que le président doit faire, tu vois. Parce que c'est la qualité des gens qui sont dans la boîte qui vont faire la boîte. C'est pas toi, en fait, tu vois. Si vous êtes 10 ou 15, c'est vraiment la qualité des gens qui sont dans la boîte qui va faire le succès ou la défaite de ta boîte. Et donc, le recrutement, c'est hyper dur parce que quand tu reçois des gens en entretien, la réalité, c'est qu'ils peuvent être très bons pour te raconter ce que tu as envie d'entendre. Ils peuvent te dire vraiment ce que tu veux entendre de la manière la plus smart possible et donc ils peuvent te tromper facilement. Donc tu peux pas te fier à ton instinct. Et tu peux pas faire des tests. Il n'y a pas des tests magiques où genre, le mec il répond à des questions, à la fin tu sais s'il est fait pour toi ou pas. Le seul moyen qui existe aujourd'hui, c'est que tu puisses avoir des retours de gens avec qui il a bossé déjà dans le passé, à qui tu peux faire confiance et tu leur demandes... donc c'est ton réseau. Les anciens employeurs en fait. Les anciens Quand tu recrutes quelqu'un, tu regardes le CV, tu appelles l'ancien employeur, tu demandes comment ça se passe. Tu peux pas recruter sans faire ça. C'est une étape obligatoire et ceux qui le font pas, ils font beaucoup plus d'erreurs. Et tu appelles 1, 2, 3, comme ça tu es sûr que s'il y en a un qui était son pote, bah, tu vas... Ah oui. Parce que si ton manager était ton pote, il va dire que des choses incroyables sur toi. Donc tu dois appeler 2 autres, comme ça tu es sûr, tu élimines ces erreurs-là. Et la question la plus forte, la question piège que tu dois poser, c'est si toi tu devais faire une équipe, est-ce que tu le recruterais en premier? Et en général, les gens, comme ils ont un ego, ils peuvent pas te mentir sur ça. Parce que s'il te dit oui, moi je l'aurais recruté en premier, et toi tu découvres que c'était pas le meilleur gars au monde, bah tu vas penser de l'autre, tu vas pas penser très haut de l'autre en fait. Nul, ouais. Et donc l'ego fait que tu deviens honnête et tu me dis ah non en fait c'est pas forcément le premier, ça serait peut-être le 3e ou le 4e. Je dis ah ok. Il y a 94 066 créations d'entreprises cette année en France. Ils ont quel âge, les entrepreneurs moyens? C'est à peu près quoi? Bon, déjà, il y a tous les âges. Tu peux avoir des gens aujourd'hui qui attendent d'avoir 18 ans pour lancer leur boîte. On peut pas le faire avant? On peut pas le faire avant. Il y a un âge limite. Et ensuite, tu as des gens qui vont avoir une grosse expertise. Ils sont à la retraite. Ils veulent s'occuper. Ils ont raison de ne pas se laisser aller dans la retraite. Et ils lancent un petit truc de freelance. Et puis, tu as aussi des gens, grosses réussites, qui ont commencé tard. Le fondateur de McDo a commencé à 50 ans, en fait. Le fondateur de KFC, encore plus vieux, tu vois. Donc, il n'y a pas ce cliché de il faut avoir un certain âge. Mais il y a une moyenne. Et nous, quand on voit sur Legal Place, nos clients, ils ont une moyenne entre 30 et 45. C'est là où il y a le plus... C'est le cœur de... Ouais, c'est là le cœur du truc, ouais. C'est mixte? Il y a autant de femmes que d'hommes? Ou c'est plus les hommes ou plus les femmes qui créent des boîtes? C'est mixte, mais il n'y a pas autant. Et la raison, c'est que parfois, déjà, tu crées ta boîte en couple. Et là, la femme, elle est hyper active dans la boîte, mais tu ne vas pas forcément la voir dans les stats parce que c'est son mari qui crée la boîte. Officiellement, la boîte est à son nom. Mais tu vas voir que la femme a un rôle aussi important que lui parce qu'elle fait la moitié des choses, tu vois. Mais ça reste quand même toujours un métier où il y a une prise de risque très forte. Et donc, tu as quand même encore beaucoup plus de mecs que de femmes, en fait. Combien ça coûte de créer une boîte chez Legal Place? Juste sans la comptabilité, je te parle vraiment juste déposer les trucs pour créer la boîte. La création coûte entre 100 et 200 euros selon le package que tu prends. Aujourd'hui, c'est ça. Et on a voulu le réduire au max. Dans une mission, on s'est posé comme mission d'augmenter le nombre d'entrepreneurs en France. On s'est dit, si on réduit la barrière, comme a fait un peu Decathlon avec le sport, tu sais, en rendant très accessible certains articles, c'est pas cher et c'est de bonne qualité. Exactement. Et donc, il y avait des sports où c'était impossible de le faire parce que le matériel était très cher.
Et là, ils l'ont réduit pour quasiment tous les sports. Oui, ils l'ont démocratisé. Ils ont démocratisé. Et c'est ce qu'on veut atteindre, en fait. On veut qu'il y ait plus d'entrepreneurs parce que la barrière est quasiment nulle et tu peux te lancer sur un coup de tête limite. Donc, c'est pas que des gens aisés qui peuvent créer leur boîte. Non, c'est un grand cliché, ça. J'essaie de parler à tout le monde. Hein. Je fais exprès des questions un peu naïves, mais c'est très important de parler toujours. C'est le but de Légende, de parler aux avertis, aux érudits, et puis à un débutant dans tous les domaines, parce qu'on reçoit vraiment des gens de tous les domaines, quoi. Il y a juste des questions à se poser avant de créer une boîte. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Quelle question est-ce que tu pourrais dire les choses importantes avant de se lancer si vous êtes entrepreneur pour créer sa boîte et puis performer, quoi? Il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Au contraire, il faut se poser le moins de questions possible. Parce que la plus grosse erreur que font les entrepreneurs, c'est de juste pas se lancer. Et en fait, s'il y a un conseil, c'est qu'il faut être dans l'action. En fait. Faut essayer, quoi. Faut lancer, ouais. Parce qu'en fait, l'action, c'est elle qui va te ramener les opportunités. C'est pas l'inverse. Les gens pensent que les opportunités viennent et ensuite tu passes à l'action. T'es posé chez toi et bam, t'as une opportunité qui te débarque. Tu te dis putain, vas-y, c'est la meilleure idée du siècle. Et en fait, c'est l'inverse. Quand tu regardes les entrepreneurs, nous, quand on voit sur Legal Place ou ailleurs, le type de l'entrepreneur, c'est un mec qui a été tellement dans l'action, donc il s'est posé peu de questions, qu'à un moment donné, il est tombé sur la bonne idée, le bon associé, l'investisseur qu'il faut, et bam, ça a explosé. C'est jamais la première idée, c'est jamais la deuxième tentative, c'est toujours la énième. Et donc ça veut dire qu'il faut se poser le moins de questions possible. Faut pas lâcher, quoi. Parce que déjà, tu remarques, c'est pas forcément les mecs les plus smart qui réussissent le plus dans le business. Pourquoi ? Parce qu'ils se posent trop de questions. Ils vont trouver toujours la raison pour laquelle il ne faut pas se lancer. Ils vont dire, ouais, mais est-ce que vraiment ça va marcher ? Est-ce que les gens vont consommer ça ? Ils vont trouver toujours une raison pour ne pas faire. Pour ne pas faire. Et le fait de trop analyser fait que c'est une grosse erreur. Donc pour moi, il n'y a pas de question. Par exemple, est-ce que j'ai une bonne idée ou pas ? Tu ne sais jamais d'avance si c'est une bonne idée. Tu vois, l'exemple de Crocs, c'est incroyable. Le mec est tombé sur une chaussure en résine. Il s'est dit, putain, tu peux pas la porter celle-là, elle est pas pratique. Il a rajouté la petite attache derrière. Il a montré à ses potes, ils lui ont dit, c'est vraiment très moche comme chaussure. Et ils ont dit, mais vas-y, on la lance. Ils ne se sont pas posé de questions. Ouais, c'était risqué. Hein, c'était risqué. Ouais. C'était risqué. Mais ça montre quand même, c'est un exemple que j'adore, parce qu'il montre à quel point tu peux pas savoir à l'avance si c'est une bonne idée ou pas. Donc souvent, il faut se lancer. Et après, tu adaptes au fur et à mesure que le marché te dit, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, tu adaptes jusqu'à ce que tu tombes sur l'idée qu'il faut, quoi. Donc il ne faut pas se poser trop de questions. C'est quoi les modèles d'entreprise ? Tu sais, il y a plusieurs statuts juridiques. Quel est le meilleur statut juridique, d'après toi, aujourd'hui, pour quelqu'un qui va se lancer demain ? Écoute, le système est tellement complexe qu'il n'y a pas de meilleur en France. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ? Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, ça dépend vraiment de ce que tu veux lancer, de le chiffre que tu penses faire, est-ce que tu as des associés ou pas. Et donc, en fait, il faut, selon chaque... Nous, on a fait sur Legal Place, c'est un truc qui permet de savoir la forme qui te va le plus pour que tu payes le moins d'impôts possible. C'est ça un peu, au final, le choix, c'est quelle est la meilleure forme pour ne pas payer trop d'impôts. Et donc, en fait, nous, tu vas parler avec quelqu'un de chez nous par téléphone. Il va te poser un certain nombre de questions. Et ça va être disponible en IA, bien sûr, parce que l'IA va pouvoir le faire bientôt chez nous. Et à la fin, il va te dire, OK, toi, il vaut mieux que tu ailles sur ce format-là. Mais encore une fois, il ne faut pas trop se poser cette question parce que tu peux changer le format à un moment de ta boîte. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me posent cette question-là et ça les bloque. Il faut y aller, quoi. Ils se prennent trop la tête sur du juridique alors que c'est du technique. Tu dois te prendre la tête sur le produit, parler à des clients, savoir si ça va marcher ou pas. Faire du chiffre d'affaires, il faut aller faire du chiffre d'affaires. Et si c'est la mauvaise forme, la première année, tu vas payer un peu plus d'impôts. C'est pas grave, tu vas corriger ça l'année d'après. C'est quoi les boîtes un peu bizarres que tu as eues, qui ont ouvert chez toi, sans donner les noms, mais tu sais, les business un peu étonnants où tu t'es dit waouh, c'est risqué, quoi. Écoute, j'ai pas d'idée qui vient en tête, mais il y a beaucoup de business crypto très bizarres que tu peux voir passer. T'as vu cette mode des NFT quand même, qui était incroyable. Qui est partie aussi vite qu'elle est arrivée. Ouais, mais au début, quand tu la vois venir, tu te dis waouh, comment ça, le mec il va vendre des œuvres numériques. Tu vois, c'est virtuel comme œuvre, mais il va la vendre très cher, tu vois. Et on a vu des gens réussir à faire beaucoup de chiffres avec ça. Hein. Donc, oui ? Ah oui, bien sûr. Au début du NFT, tu lançais n'importe quelle collection, 10 000 pièces, ça partait dans les 3 premières minutes. Chaque pièce, 300 €, tu vois. Donc, quoi ? C'était une folie. Ouais. Il y en a qui ont fait du cash et qui sont... La plupart ont fait du cash, ils sont partis. Mais c'est des coups. C'est pas des business durables, c'est des business d'un coup, en fait, tu vois. Incroyable. Et tu as des gens très connus, sans les citer, des gens très connus qui sont venus chez toi, que tu as accompagnés. Vous rencontrez les gens ou c'est tout à distance, Legal Place ? Comment ça se passe ? Tu arrives sur le site ? C'est tout à distance et comme c'est en train de devenir un peu le standard pour créer sa boîte, bah, tu as tout le monde qui peut créer. Et donc, tu as aussi bien des gens complètement débutants dans l'entrepreneuriat, mais tu peux avoir des hommes politiques, des stars de foot, de ciné, qui doivent, comme tout le monde, créer des structures, en fait.
Et donc, ils vont l'utiliser pas forcément pour le prix, parce qu'on a parlé du prix, mais pour la rapidité. Comment tu sais quand t'as une star, on va pas la citer, on te prévient, t'as des gars de chez toi qui disent putain, t'as vu qu'il vient de créer sa boîte? La plupart du temps, je le vois même pas. Mais parfois, tu es obligé d'aller analyser certains cas, de voir comment ça... Tu es obligé d'échantillonner parfois, tu sais, pour comprendre si l'expérience client que vivent tes clients est vraiment ce que tu veux, ou s'il y a des gens qui ont souffert un peu du service, etc. Et donc, pour trouver, pour améliorer. Exactement. Et ça, c'est une des erreurs que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils parlent pas beaucoup à leurs clients. Moi, quand j'ai vu que Mounir Majoubi avait fait ça, j'ai tout de suite sollicité et je lui ai parlé directement pour savoir comment il a vécu l'expérience, tu vois. Et donc, tu dois parler très, très souvent avec tes clients. Et comment tu sais que tu as un footballeur ou un acteur qui arrive? Souvent, c'est par hasard. C'est juste parce que j'analyse certains dossiers de clients. Il y a parfois des bugs qui sont remontés, etc. Et tu es choqué, tu vois un nom d'un mec très connu. Et après, vous gérez la comptabilité aussi en plus? Oui. C'est-à-dire que tu accompagnes les gens vraiment. Ça sera quoi le prochain service que vous allez créer, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui du tournage, mais qu'est-ce que tu aimerais mettre en place pour accompagner encore plus les entrepreneurs après? Alors aujourd'hui, tu as le juridique, tu crées ta boîte. Ensuite, tu as la compta. Mais ce qu'on vient de lancer, qui est vraiment très unique sur le marché, c'est que tu as aussi la partie compte pro qui est dans l'application de compta. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus besoin d'avoir une banque et d'aller créer un nouveau compte, de payer un compte bancaire, etc. Parce que c'est déjà intégré à notre compta. Tu as une carte de crédit, tu peux faire des virements et tu n'as pas besoin d'avoir une application pour la banque, une pour la compta, une pour je ne sais quoi. Tout est centralisé. Donc en fait, aujourd'hui, tu peux nous utiliser pour faire toutes tes opérations de virement, de récolte d'argent de tes clients, etc. Ça, c'est un peu le dernier service qu'on a lancé. Vous avez accompagné 300 000 entreprises aujourd'hui, là, c'est énorme. Ouais. Et quand ils grossissent, les boîtes, ils payent plus cher après ou c'est juste la création? Comment vous gagnez votre vie, vous? C'est un forfait? Quand ils grossissent, ils peuvent avoir besoin d'autres services. Par exemple, s'ils recrutent des salariés, ils vont avoir besoin de structurer la partie, les CDI, les ruptures conventionnelles, etc. Donc, ils peuvent avoir plus de services à payer. Mais nous, c'est des abonnements. Donc, en fait, tu crées ta boîte avec un seul prix, une seule fois. Et ensuite, la comptabilité, c'est un abonnement qui coûte aujourd'hui entre 80 et 100 euros par mois. Et tant que tu existes, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ferment à un moment, on gère ta compta avec cet abonnement-là. Il y a 66% des Français qui ont peur de se lancer dans la création d'une boîte. C'est pour ça que c'était intéressant le sujet aussi Legal Place, parce que ça peut donner envie et décoincer parfois quelqu'un qui va être bloqué. C'est marrant, tu disais un truc, tu dis nous on a le culte du secret en France, on veut pas dire qu'on va créer une boîte, je peux pas te dire, oui. J'ai une idée mais je peux pas en parler. Toi tu dis que c'est contraire, faut aller dans la rue, en parler à des potes, dire je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Toi tu penses qu'il faut plus partager, mais au risque de se faire piquer l'idée? Toi, t'en as parlé de ton projet à ton entourage. Ouais, mais moi, je sais pas tenir ma langue. Non, mais pour de vrai, en plus, je disais à tout le monde, parce que tu sais, j'étais fier de l'idée. Oui. Tu dis, bon, allez, on va se lancer. C'est risqué quand tu lances un truc. Alors, c'est vrai que c'est un peu risqué, mais les gens ont trop peur de se faire voler leur idée. C'est ça la vraie raison. Donc, ils se disent, ils vont même pas en parler à leurs proches, à leurs amis proches. C'est une aberration pour moi parce que il y a très, 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 très peu de chances, quasiment nulle, que quelqu'un te la vole. Parce que déjà, au début, on sait pas si elle va marcher ou pas. Donc, qui va se risquer avec ton idée à toi? En général, tu as des croyances dans tes idées à toi, pas dans les idées des autres. Donc en fait, si au début ce n'est qu'une idée, ça sert absolument à rien que quelqu'un te la vole. Et en plus, celui qui va te la voler, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée business, qui a trop de temps libre au point d'attendre les idées des autres. Donc c'est pas le mec le plus fort au monde. Donc il n'y a pas de risque. Et surtout au début, même si quelqu'un veut faire la même chose que toi, pour qu'il réussisse, encore faut-il qu'il fasse les bonnes décisions sur tout le trajet. J'ai un contre-exemple, c'est Facebook, non? Facebook, c'est un des trucs qui fait que les gens ont peur. Parce que c'est un film qui a... Il a volé... Ouais, le film a popularisé cette histoire de manière incroyable. Et c'est vrai que c'est un contre-exemple, mais c'est tellement exceptionnel. C'est un peu l'exception, tu vois. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que... Et même, j'ai envie de dire, même l'histoire de Facebook, quand tu regardes dans les détails, entre Facebook, qui était... L'idée originale, c'était quoi? C'était un réseau social pour Harvard. Donc en fait, de cette petite idée qui est très basique, qui n'a pas de détails dedans, plus gros réseau du monde avec toutes les étapes dans lesquelles ils sont passés. Tu sais, ils ont stagné à un moment sur 1 million d'utilisateurs, à un moment sur 100 millions d'utilisateurs, avant d'arriver à 2 milliards d'aujourd'hui. Mark Zuckerberg a dû prendre des décisions de génie. Ouais, non, il a été très bon, sinon ça serait pas si gros après. Il a acheté Instagram pour 1 milliard. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus gros que Facebook lui-même, tu vois. Donc, ces coups de génie-là successifs, c'est ça qui fait Facebook. C'est pas l'idée c'est un réseau pour que les gens de Harvard se chopent entre eux, ou je sais pas ce que c'était à la base, tu vois. Donc, il a volé une idée. Mais entre ça et aujourd'hui, c'est autre chose, tu vois.
Au début, toi, tu as fait un truc assez fou, tu as fait de l'hameçonnage. En fait, quand tu as créé ta boîte, tu as fait une fausse boîte. En fait, tu n'avais pas de service, tu as lancé la boîte alors qu'il n'y avait rien. Tu as lancé un site internet pour voir si des gens allaient t'appeler, voir si ça allait marcher. C'est fou. Alors, Ça. je ne sais pas si on l'appelle ça hameçonnage, mais en vrai, aujourd'hui, on a une chance incroyable, les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est que tu peux lancer ta boîte pour un coût hyper bas. Tu vois, avant, tu devais vraiment faire de la R&D, dépenser de l'argent. Recherche et développement. Ouais. Recherche et développement, investir, faire des prototypes, etc. Ça coûtait 50 000, 30 000 euros, je ne sais pas, mais ça coûtait cher, tu vois. Et aujourd'hui, avec Internet, on a un truc magique, c'est que tu peux faire des pages de présentation de ton produit avant même qu'il existe, avant que tu te dépenses tout l'argent qu'il faut, et tu vois si les gens sont prêts à l'acheter ou pas. Tu mets le prix, tu fais un beau site internet. Tu fais un beau site avec le bon marketing. Alors que tu n'as pas de service derrière. Alors que tu n'as pas encore le service, ouais. Incroyable. Et nous, on l'a fait, mais on n'est pas les seuls. Hein. Il y a beaucoup de services qui existent aujourd'hui qui ont fait ça. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens qui vont plus loin. C'est qu'ils ont une liste sur Excel de 10 idées et ils se disent, OK, on va faire un site par idée et on va voir lequel prend le plus et ça sera notre idée de boîte, tu vois. Et il y a des services aujourd'hui, je peux pas les nommer parce que je connais l'histoire derrière, mais c'était le 3e ou le 4e dans la liste. Ah, c'est vrai, idées. Et la première n'a pas marché, deuxième n'a pas marché. Ils jettent des graines. Ils jettent des graines et ça coûte rien, presque. Et ça coûte un mois de travail peut-être de toi, donc c'est rien. Et tu fais ça, et au bout d'un an, tu dis, OK, on sait que ça, c'est évident, ça va marcher. Tu le sens. À un moment, l'évidence fait que c'est clair si ça va marcher. Et genre, tu as des appels, par exemple, ou des mails. Oui. Tu dis bonjour, Legal Place, et tu n'avais rien derrière. Ouais, c'est moi qui répondais, je disais, Legal Place, bonjour, comment je peux vous aider? Et tu as des mecs qui te disent, voilà. Et quand tu parles aux gens, tu te rends compte que tu es en train de régler un vrai problème ou pas. Un manque. Ouais, là, tu as comblé un vrai manque pour en avoir 10% de tous les... Mais il fallait que je le sente avant que j'investisse un an avec de l'argent. Tu sais, on a levé 1 million en 2017. Et il fallait d'abord que je valide que c'était un vrai manque et que les gens étaient prêts à payer sur Internet un service juridique. Parce que, tu sais, à l'époque, les gens étaient même réticents pour acheter des vêtements sur Internet parce qu'ils avaient peur si ça leur va pas. Ouais, ça s'est démocratisé petit à petit. Ça s'est démocratisé. Donc moi, je voulais valider que les gens achètent ça sur Internet, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il y avait des mecs hyper vénères parce qu'à un moment, ils se rendent compte que le service est pas disponible, mais qu'ils en ont besoin tout de suite parce qu'ils sont pressés, cet énervement m'a fait... C'est bon, j'y croyais. Je disais, OK, ce mec est tellement vénère qu'il a un vrai besoin, c'est pénible, je dois lancer le service. Alors, quand tu prends quelqu'un au téléphone, tu prends monsieur machin, il t'appelle, il te dit, voilà, je voudrais, toi, tu sais que tu vois que tu remplis un truc, mais tu n'as personne encore pour bosser pour toi, donc comment tu fais pour lui donner le service? Après, tu te décides, tu as une équipe de fondateurs. Au début, c'est leur temps qui va faire que tu vas construire. Tu n'as pas de salariés au début, tu vois. Nous, on a commencé avec 0 € de capital. Donc, c'est les fondateurs qui vont travailler pour développer le service. Donc, ça nous a pris peut-être 2-3 mois pour avoir la première version qui n'était pas parfaite. Hein. Et ça aussi, c'est une erreur, c'est que les gens attendent que ça soit parfait. Et il y a un dicton qui dit que si tu lances ton produit mais et que tu n'as pas honte du produit, c'est que tu as trop attendu. C'est que tu as trop investi, tu vois. Il faut vraiment que la première version soit la plus rapide, la plus basique possible. Elle règle le problème, mais elle est imparfaite, il y a des bugs, etc. Parce que du coup, tu risques pas de perdre trop d'argent à faire un mauvais produit, tu vois. Ce qu'a fait Tesla au départ, il a envoyé des voitures, puis il les a améliorées. Exactement. Et toujours, les premières versions doivent être imparfaites. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être un bon entrepreneur? Un peu classique comme question, mais assez intéressant d'avoir des avis différents. En fait, ce qui est marrant, c'est que déjà, c'est pas les mecs les plus smart, on l'a dit. Pas les plus intelligents, ouais. Ouais, c'est pas les plus intelligents qui arrivent à être les meilleurs entrepreneurs parce qu'ils se posent trop de questions. Et il faut être dans l'action toujours. Tu as des gens qui sont vraiment tout le temps dans l'action. Dès que tu leur dis, vas-y, on fait un truc, ils foncent. Ça, c'est une qualité qui doit se trouver chez un entrepreneur parce que c'est pas que le début, c'est vraiment toute la vie de l'entreprise où cette partie action fait la différence, tu vois. C'est pas les mecs les plus ambitieux, c'est pas les gens les plus ambitieux qui arrivent à être les meilleurs entrepreneurs parce que les mecs les plus tristes que je connais sont les mecs très ambitieux d'un côté et de l'autre, très paresseux. Ils n'arrivent pas à faire d'efforts, en fait, tu vois. C'est la pire position que tu peux avoir. Donc, il faut être non seulement dans l'action, mais il faut vraiment ne pas avoir peur de faire d'efforts. En fait, tu vois, tu as énormément d'efforts à mettre. Courageux, quoi. Exactement. C'est clairement pas... Donc, une des qualités à avoir aussi chez les entrepreneurs, c'est... Tu as 2 types de gens. Tu as les gens qui ont ce qu'on appelle en anglais un fixed mindset, c'est-à-dire un état d'esprit figé, qui vont se dire... moi, je suis pas bon en maths. Et à vie, ils vont penser qu'ils seront jamais bons en maths. Et moi, je suis bon dans ça, pas bon dans ça, et ils sont fixés et figés.
Et tu en as d'autres qui ont ce qu'on appelle un growth mindset, un état d'esprit beaucoup plus ouvert, qui vont se dire « je suis pas bon en maths jusqu'aujourd'hui ». Et ils sont ouverts d'esprit et ils savent que s'ils s'y mettent, ça peut changer. Et ces pensées limitantes bloquent les entrepreneurs. Et donc, en fait, il faut avoir un état d'esprit très, très ouvert. Qu'est-ce que c'est vraiment ce qui donne envie aux entrepreneurs de créer leur boîte? Est-ce que c'est l'argent ou il y a d'autres sources de motivation que tu as vues? Ouais, le cliché, c'est l'argent, c'est sûr. Mais c'est pas un cliché, on travaille pour... oui, on travaille pour ça, tu as raison. Et c'est vraiment une motivation, hein. Faut pas... Mais il y a d'autres motivations qui parfois sont premières, avant même l'argent, en fait, tu vois. Il y a des gens qui, par exemple, veulent être indépendants. Ils veulent être chez eux, ils veulent bosser seuls. Donc, eux, ils vont vouloir être freelance. Ils veulent se lancer. C'est un peu de l'entrepreneuriat, mais seul. Tu vas avoir des gens qui veulent avoir un gros impact, tu vois. Donc, ils se sentent limités dans leur boulot parce qu'ils ne peuvent pas monter encore plus haut. Ils ont des boss au-dessus qui ont déjà les postes qu'il faut. Et ils sentent qu'ils doivent quitter pour élargir leur impact. Tu vois, ils doivent sortir. Comme quand parfois tu dois quitter un pays parce que tu sens que tu es limité dans ce pays-là, c'est la même chose. Et tu as des gens qui veulent créer des choses iconiques, très célèbres, qui veulent que les gens connaissent leur marque. Tu vois, quand tu es dans les médias, c'est un peu une motivation parce que les médias, c'est pas ce qui rapporte le plus en argent. Non. Mais c'est ce qui va te permettre d'être le plus iconique dans ta société, dans ton pays, etc. Et il y a des gens qui ont vraiment cette motivation et tu vas voir ces gens-là, ils vont pas essayer de tirer le max d'argent dans leurs négociations. Dans les négociations, ils vont être cool. Parce que ce qu'ils veulent, c'est maximiser plutôt la propagation de leur idée, la propagation de leur... Plus d'influence, quoi. Exactement. Et il faut savoir un truc, c'est que l'argent, on n'a pas une éducation sur l'argent, c'est un sujet tabou en France. On a rarement cette éducation. Même à l'école, on ne nous apprend pas vraiment c'est quoi l'argent. Mais une façon de penser, d'imaginer l'argent, c'est de dire que c'est un moyen pour acheter des heures de travail des autres. Quand tu achètes un iPhone, c'est les heures de travail de tous les designers, marketeurs, les ouvriers, ceux qui ont ramené la matière première. Tu achètes ça, en fait. Quand tu as de l'argent, tu peux te faire servir plus parce que tu as un chauffeur. Donc, tu achètes des heures de travail du chauffeur, du cuistot, de je sais pas quoi, du pilote de ton jet, si tu en as un jet, etc. Et donc, en fait, il y a des gens, c'est par le fait qu'ils sont connus ou influents, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'argent. C'est juste qu'ils sont tellement connus qu'ils ont ces services-là dans tous les cas, tu vois. Et sans les payer, ils vont être reçus, ils vont être invités, on va leur offrir plein de... Tu sais, les gens qui reçoivent des échantillons, ils vont recevoir des cadeaux. Et donc, l'argent, c'est pas vraiment toujours une finalité. Au final, c'est vraiment un moyen pour acheter du temps de travail. Et si tu l'as par une autre manière, pourquoi aller faire de l'argent, en fait? Il y a plein de gens qui se mettent en auto-entrepreneur en France, en freelance, oui. En gros. Toi, ça représente une grosse part de tes clients aussi. Tu gères ça pour les gens? Freelance, c'est une grosse partie et c'est en croissance parce que ça n'existait pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est une très bonne alternative pour des gens qui veulent rester dans leur métier, mais le faire de manière indépendante. Et du coup, c'est des gens qui vont devoir quand même gérer ça comme une boîte. Parce que c'est une vraie société qui va exister, il y a une comptabilité dedans, etc. Et le fait qu'on simplifie beaucoup ça fait que les gens qui étaient réticents en se disant « Ah, quand je suis salarié, j'ai mon salaire qui rentre, c'est simple, il n'y a pas d'administratif à faire. » Parce que c'est magique, tu as juste un salaire qui rentre, tu n'as aucune administrative à gérer. Là, tu as un peu d'admin à faire, mais nous, on veut le simplifier au max pour que ça ne soit plus un blocage. Si tu veux être freelance, tu peux l'être. Il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais freelance, c'est risqué. » Alors que salarié, c'est sécurisant. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de virer quelqu'un en France qu'avant, parce qu'il y a eu des réformes. Ça coûte cher encore. Ça coûte cher encore. Peut-être c'est tant mieux, je ne sais pas. De notre point de vue, c'est toujours mieux que ce soit pas cher. Parce mais il y a plein de boîtes qui gardent parfois des gens moins bien. C'est vrai. Parce que ça fait 10 ans qu'ils sont là. T'as raison. Des boîtes un peu plus, on va dire, anciennes. Oui. Je ne parle pas pour nous, je parle de très grosses boîtes très connues. Il y a des mecs, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Oui. Ils sont même, tu vois, dans des trucs syndicaux et tout, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Ils sont imbougeables. Mais ta boîte peut faire faillite. Et aujourd'hui, dans les startups en France, il y en a plein qui ont fait faillite, par exemple. Donc, est-ce que c'est plus sécurisant d'être en CDI ou avoir 4-5 clients différents? Si on a un qui fait faillite, c'est pas grave, ça va pas te mettre en péril, tu vois. C'est quoi le pourcentage des gens qui font faillite quand ils créent des boîtes, tu sais ou pas, toi? Très gros. C'est beaucoup? Ouais. Il y a beaucoup de boîtes qui se plantent? Oui, il y a beaucoup de boîtes qui se plantent. Je pense que c'est de l'ordre de... tous les ans, tu as peut-être 1/5 de toutes les boîtes de France qui arrêtent. Waouh. Mais tu en as aussi autant qui rentrent, qui créent. Donc, parfois, c'est juste, tu as plusieurs activités, tu en fermes une, donc c'est pas vraiment des vraies faillites, tu vois, mais c'est le jeu. Et tu as des gens parfois qui veulent juste arrêter parce qu'ils veulent passer à autre chose dans leur vie. Ils ont fait de la restauration pendant 10 ans, c'est fatigant, c'est usant, et ils veulent faire autre chose. Donc, ils ferment, ils créent une autre. Mais souvent, les entrepreneurs qui arrêtent créent une autre après. Ceux qui se mettent en auto-entrepreneur, en freelance, est-ce que c'est plus avantageux en termes de rémunération?
Par rapport à un salarié ? Par rapport à un salarié, un contrat classique, on va dire. C'est l'intérêt d'être freelance. C'est que si tu es payé la même chose, on parle vraiment de te payer la même chose, tu vois. Parce que tu peux être payé plus en tant que freelance. Une société va te payer un peu plus si tu es freelance parce qu'elle ne prend pas de risque à te prendre en CDI. Donc, comme elle ne prend pas de risque, elle est prête à te payer plus cher en tant que freelance. Donc, toi, tu gagnes plus parce que tu n'as pas la sécurité. Tu n'as pas de chômage. Mais d'un autre côté, tu n'as pas le chômage et tu ne cotises pas à la retraite de la même manière que quelqu'un qui est salarié. Par contre, tu payes, tant que l'argent reste dans ta boîte et que tu ne te payes pas, l'argent n'est pas taxé. Du coup, si tu investis cet argent-là, tu as plus d'argent à investir que quand tu es salarié, parce que quand tu es salarié, dès que tu reçois ton salaire, tu es taxé, en fait, tu vois. Donc, ce qui est intéressant chez un freelance, c'est tu gardes une grosse partie dans ta boîte, tu ne te payes pas, tu investis cet argent-là, et c'est comme ça qu'un freelance arrive à créer sa fortune. C'est en investissant le surplus qu'il a, qui n'est pas taxé, donc il lui reste le double. D'investir en quoi ? En bourse, en immo ? T'investis en indice, en bourse, chacun a son profil d'investissement, mais c'est un peu l'effet de... Ce qu'on t'apprend pas à l'école, c'est l'effet d'intérêt composé. Peut-être t'en as déjà parlé dans le passé, mais un calcul incroyable, si tu places... C'est un chiffre qui choque à chaque fois que je le sors. Quand tu places 4 000 € à 20 ans et que tu le gardes toute ta vie, quand tu arrives à 68 ans, si tu le places sur un indice à 10-12% annuel, les 4 000 deviennent 1 million si tu touches pas. Et c'est énorme parce que c'est que 4 000 entre guillemets. Mais il faut le placer suffisamment tôt. Pourquoi ? Parce que sur 40-50 ans, l'effet de 12% annuel, qui se paraît peu au début pour un débutant... Si on a 4 000 €, on est millionnaire, en gros, c'est ça ? Avec un peu de temps. Avec du temps. Mais du coup, cet effet d'intérêt composé... C'est boule de neige, quoi. C'est une boule de neige, oui. Mais on n'arrive pas à l'imaginer parce qu'entre 4 000 et 1 million, dans notre tête, la différence est énorme. Elle est un peu flagrante, ouais. Ouais. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intérêt composé. Ça marche dans tout et pas que dans l'argent. C'est-à-dire que les actions que tu fais quand tu as 20 ans, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas se poser de questions au début. Parce que les actions que tu fais, même si ça ne marche pas à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans, tu as une accumulation, boule de neige, qui fait qu'à 30 ans, tu n'es pas du tout le même homme que si tu n'avais rien fait et que tu avais commencé à 30 ans. Là, tu viens de dire il faut placer à 10-12%. Mais moi, quand je vais à la banque et que je regarde ou je parle avec ma banquière, elle va me dire il y a 2-3% de rendement. Comment tu fais 10-12 ? Les 2-3% de rendement, c'est le minimum que tu puisses avoir, c'est l'inflation. Donc, c'est quand tu mets 2-3%, ça veut dire juste que ton argent ne va pas perdre sa valeur dans le temps. Ce n'est pas vraiment qu'il va grossir. Mais quand tu vas le placer sur des indices... C'est-à-dire quoi, placer sur des indices ? Acheter un indice, c'est une sorte de... C'est comme une action, mais c'est la moyenne des 500 plus grosses boîtes au monde. Ça s'appelle comment ? Il y a un autre nom en France. Ça s'appelle SP500, l'indice le plus connu dans le monde. Non, mais ça s'appelle des ETF, non Oui, des indices, c'est ETF, exactement. ETF, pardon. ETF, c'est le mot technique, et indice, c'est un mot un peu plus accessible. Et en fait, les indices les plus sécures qui existent, c'est SP500 par exemple, qui font un rendement de 10% annuel, par exemple. Tu vois, c'est un peu la performance des meilleures 500 entreprises américaines. C'est ça ce que tu achètes. Ça, c'est assez sûr. C'est assez sûr, mais après, il y a toujours une composante de risque. Hein. C'est sûr que si tu prends sur 2-3 ans, ça peut ne pas performer comme tu veux, mais sur une période assez longue, ça performe bien. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas le prendre... c'est un exemple. Il faut juste se dire que ce que tu fais dans tes placements que tu fais très jeune, même si tu achètes du Bitcoin, qui est le truc le plus risqué, mais si tu l'avais acheté en 2013, sur une période très longue, bah, tu fais que gagner quelque part, tu vois. Et c'est pareil aussi sur tes actions. Si tu essaies de lancer des boîtes, que tu fais des projets, que tu apprends à vendre, tu apprends à faire du marketing, etc., entre 20 et 30 ans, à un moment, tu deviens hyper fort à la trentaine. En fait, tout à l'heure, tu me disais quel est l'âge des entrepreneurs. L'âge dans lequel les entrepreneurs réussissent, c'est après 35 ans. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont lancé leur boîte après 35 ans. Ça veut dire juste que la boîte qui a réussi chez eux, c'est celle qu'ils ont lancée à cet âge-là. Mais souvent, c'est des mecs qui ont fait tellement de choses dans leur jeunesse qu'à 35 ou à 40, ils sont rodés, en fait. Tu vois, ils sont prêts. J'ai regardé sur Internet, pour terminer, là, il y a 2-3 questions, mais le cliché en fond, c'est est-ce qu'il faut travailler plus pour gagner plus ? Oui. Là, tu dis que non. Moi, je dis qu'on nous a beaucoup menti sur les heures de travail. On nous a dit que plus tu travailles, plus tu gagnes. Et il y a tout ce cliché de « moi, je travaille 100 heures par semaine, etc. » Et en fait, c'est complètement faux parce que travailler beaucoup n'a jamais été une garantie que tu vas gagner beaucoup. Tu vois, c'est beaucoup plus comment tu travailles. Tu vois, et ça, c'est la notion de levier qu'on ne connaît pas en France. Le mot levier, c'est un mot hyper important parce que en gros, tu as 3 types de leviers. Tu vois, c'est
tu as le levier force de travail des autres. Donc, quand tu as des salariés et que eux font le travail, tu fais levier sur leurs heures de travail. Mais ça, il faut avoir énormément de salariés pour que ça commence à marcher. C'est par exemple les agences de conseil, les agences de production, etc. Tu vois, donc Pardon, je me permets de te couper. J'ai l'impression que c'est un truc quand même que beaucoup de gens qui réussissent disent, tu sais, l'argent fait pas le bonheur, mais c'est toujours les mecs grands noms. Il faut pas beaucoup travailler. Oui, mais c'est toujours les mecs qui ont quand même charbonné. T'as pas monté une boîte avec 200 salariés sans bosser fort. Oui. C'est quand même, mais il y a quand même des périodes où il faut charbonner dans la vie, je pense. T'as raison. J'ai pas dit qu'il faut pas travailler beaucoup. J'ai dit que les heures seules de travail. Oui, c'est pas parce que tu vas travailler que ça va réussir. Oui, parce que les gens parfois se réfugient derrière ça. Ils disent mais je travaille beaucoup. Et en fait, c'est juste ils fuient la réalité. Toi, t'as beaucoup travaillé. Il y a des moments où j'ai beaucoup travaillé. Quand t'as lancé ta boîte, tu travailles combien d'heures par jour? C'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des moments où il faut y aller quand même, quoi. T'as raison, il faut beaucoup travailler. Mais je vais te dire un truc. Jeff Bezos a dit un truc très important, le fondateur de Amazon. Il a dit moi, dans la journée, j'ai plusieurs grandes décisions à prendre qui vont impacter toute la société, toute la boîte. Et donc, si je dors pas suffisamment, si j'ai pas 8-9 heures de sommeil dans la nuit, je ne vais pas être assez frais pour prendre ces décisions-là. Pas assez lucide. Ouais, donc il faut pouvoir rentrer profondément dans les sujets, être très concentré. Et en fait, il faut être dans un état de flow pour être productif. Dans la journée, sur 8 heures de travail, en réalité, il n'y a que 2 heures où tu as été très productif. Sur le reste, tu as regardé les notifications, tu as lu des emails, etc. Le tout, c'est que dans ces 2 heures les plus efficaces... Tu bosses 2 heures par jour, le reste, tu ventiles, quoi. Le reste, tu remplis. Mais en fait, dans ces 2 heures-là, tu es rentré dans un flow. Tu as coupé tout quelque part, tu as pu rentrer dans un état de pure concentration. Et le plus dur, c'est d'arriver à ces états-là. Donc, il faut être en forme pour arriver à ces états-là. Il faut avoir un rituel. Il faut se dire, OK, à ce moment-là, je prends un café, je coupe tout. Et si je n'ai pas fini de faire ça, je ne regarderai pas mon téléphone, je ne ferai rien d'autre. Et c'est que comme ça que c'est ça, travailler efficacement, tu vois. Et quand tu as beaucoup de salariés, par exemple, ben en fait, tu as 3-4 décisions importantes dans la journée à prendre. Le reste n'aura pas d'importance dans la vie de la boîte. Sûr. Ah, ça, c'est super intéressant. Et tu disais, juste pour terminer, tu disais que tu voyais souvent la même chose. Quelle est la plus grosse erreur que tu vois de manière assez répétée quand tu vois tous les entrepreneurs ouvrir des boîtes? Qu'est-ce que tu remarques? Il y a une erreur, c'est que les gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une boîte. Ça, c'est une conception très, très répandue. Tu as énormément d'exemples de boîtes. D'ailleurs, la majorité des boîtes qu'on connaît aujourd'hui ont commencé avec des budgets très petits, tu vois. Une histoire très célèbre, c'est l'histoire de Red Bull. Au début, ils n'avaient pas de budget marketing face à Coca-Cola, qui était un géant. Et pourtant, Coca n'a jamais pu faire un Red Bull concurrent de Red Bull, tu vois. Ils avaient utilisé des techniques très poussées, tu vois, mais qui coûtaient rien. Par exemple, un jour, ils se sont dit, on va placer des bouteilles de... Ils voulaient cibler les boîtes de nuit, pour que les gens restent en forme dans les boîtes. Donc, ils ont placé des bouteilles consommées de Red Bull dans toutes les poubelles qui entouraient les meilleures boîtes de nuit de Londres. Les gens, quand ils sortaient, ils jetaient quelque chose, ils voyaient Red Bull dans toutes les poubelles. Donc pour eux, c'était une marque établie. Les gens en pensaient, ils ont créé une illusion que Red Bull était une marque très consommée. Donc, ils ont commencé à acheter Red Bull. Ça coûte rien. Et c'est qu'avec des idées comme ça, en fait, au début, quand tu te lances, tu as beaucoup de temps et tu n'as pas d'argent. Les grosses marques, elles ont beaucoup d'argent, mais pas le temps. Donc toi, ta différence, c'est que tu peux être très créatif. Contrairement aux grosses boîtes qui, elles vont payer des gens pour le faire. Ces gens-là vont faire des idées normales, tu vois. Et donc, Crocs, Red Bull, c'est que des idées hyper créatives, mais qui coûtent rien. Tu disais qu'il y en avait beaucoup qui avaient du mal à savoir vendre leurs produits. Et oui. Ça aussi qui était intéressant. Tu peux expliquer? C'est vrai que ça fait peur de faire le commercial. Tout le monde est mal à l'aise à vendre, tu vois. C'est vraiment un des sujets qui bloque le plus les entrepreneurs français parce que tu t'exposes quand tu vends, parce que ça fait peur, t'as pas envie de négocier. La négo, c'est pas agréable. C'est pénible, ouais, c'est pénible la négo. Mais dès que tu commences à comprendre la technique derrière, ça te détend parce que tu sais ce que tu dois faire. En fait, le problème de la vente et de la négo, c'est que tant que tu sais pas comment ça marche, t'es effrayé parce que tu te dis qu'est-ce que je lui dis maintenant, je parle de prix, je parle pas de prix, etc. Et en fait, la négo, il y a énormément de techniques qui sont aujourd'hui accessibles pour tout le monde, tu vois. En fait, sans t'en rendre compte, tu négocies toute la journée. Même quand tu traverses la rue, tu es en train de négocier, tu vois. Est-ce que je laisse passer la voiture ou c'est moi? Et en fait, il y a des techniques hyper étudiées aujourd'hui qui sont utilisées par des mecs qui négocient avec les preneurs d'otages, etc., qui sont accessibles. Une des techniques les plus connues, c'est quand tu sais pas quoi faire, tu répètes juste les derniers mots que te dit le mec en face. Parce que quand tu vends, il faut faire parler le client. C'est pas toi qui dois parler. Les gens pensent que c'est eux qui doivent faire la pub et la promotion. Mais souvent, il faut écouter au max. Donc, ce que tu fais, c'est quand le mec dit une phrase, tu répètes les 2 ou 3 derniers mots et ça le relance. Il doit continuer automatiquement. Il est obligé de continuer à parler. Tu vois?
Et, c'est très vrai. sans s'en rendre compte, tu vois. Sans s'en rendre compte. Ouais, ils s'en rendent même pas compte. Voilà, je viens de faire tu vois, exactement. Et je m'en suis même pas rendu compte. Tu t'en es même pas rendu compte. Et du coup, si tu fais des perroquets à l'école. Non, mais si tu fais ça, mais ça marche très bien. Si t'es débutant, tu connais pas la négo, et que t'as une technique aussi simple, c'est bon, ça va te décomplexer, tu vois. Et pareil pour la vente, tu vois, il y a des mots que tu dois pas dire dans la vente, comme par exemple le mot, je sais pas, je vais te faire une réduction. Quand tu dis réduction, inconsciemment le mec se dit, ça veut dire que il pouvait faire beaucoup moins cher, tu vois. Il faut dire, c'est une offre limitée. Comme ça, le mec se dit, c'est mon jour de chance. Il le perçoit différemment, tu vois. Il dit, ouais, il faut que j'en profite. Tu peux pas dire, par exemple, le pire, c'est quand tu dis, je vais être honnête avec vous. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit avant. Tout ce que tu as dit avant, tu vois, tu laisses cette impression que tout ce que tu as dit avant. Et en fait, tu as plein de mots comme ça. Par exemple, tu peux pas dire, c'est cher peut-être pour vous, ou c'est un peu cher. Il faut dire premium. Parce que du coup, ça veut dire que c'est justifié. C'est le produit premium. C'est normal qu'il soit cher, tu vois. Et donc, tu as plein de techniques comme ça, de négo et de vente, qui font que ça te décomplexe. Tu commences à vendre plus naturellement. Et tu disais aussi que les gens avaient du mal à fixer leur prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les mettre trop peu cher. C'est compliqué, ça. La plupart des entrepreneurs que je vois flippent du prix qu'ils doivent mettre. Ça leur fait peur. Et du coup, ils mettent toujours un prix bas, parce qu'ils ont peur de rater la vente à cause du prix, tu vois. Ils veulent tellement faire la vente qu'ils baissent le prix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la grosse incompréhension qu'il y a derrière ça, c'est la suivante. C'est que tu penses que pour faire un prix, tu prends les coûts de ton produit et tu rajoutes une marge. Imagine si Dior devait faire ça. Le coût du produit, c'est 100 €. Et ils se disent, dans une réunion, on met combien de marge ? 2000, 3000, 4, ça n'a pas de sens. Tu réfléchis pas en mode, le coût, c'est tant, et je dois rajouter une marge. Tu réfléchis plutôt en mode, qu'est-ce que ça représente comme valeur pour le client, indépendamment de combien ça te coûte à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des trucs à 5000 €? Si c'est le même produit, tu le mets à 500, ils pensent que c'est pas fait pour eux, parce que eux, c'est un certain statut qu'ils cherchent. Donc, le prix pour eux, la valeur que tu crées pour eux, c'est ils appartiennent à un statut social important, donc tu leur mets des produits à 5000. Même si ça te coûte 200, on s'en fout du prix de combien ça te coûte. Et puis, tu as des gens, tu règles un vrai problème pour eux. Ce problème, pour eux, ça leur économise beaucoup de temps. Et donc, pour eux, ça vaut 200 €. Et toi, tu le mettais à 20 parce que ça te coûte que 5. Donc, en fait, les gens, comme ils pensent au coût, ils se limitent dans le prix. Et d'ailleurs, nous, parfois, dans tous les produits d'ailleurs, tu vois toujours plusieurs packages. Tu as toujours un package hyper cher. C'est une bonne pratique parce que dans 100 clients qui arrivent, il y a toujours 5 ou 3 qui prennent toujours le plus cher possible. C'est comme ça, ils sont programmés pour prendre full option, toutes les options. Et donc, si tu places pas un package très cher, tu rates beaucoup d'argent de ces gens-là parce qu'ils vont prendre un package normal, tu vois. C'est comme un iPhone, par exemple, il y a 3... Il y a plusieurs produits comme ça, tu as le moins cher, le moyen cher et le très cher. Et comme dans les Starbucks, etc., tu as le medium, le large. Tu as toujours 3 tailles. Toujours 3, ouais. Ça, c'est fait exprès ? Ça, c'est fait exprès parce que c'est une stratégie de prix qui te permet d'influencer le consommateur. Putain, on se fait pigeonner toute la journée. Tout le temps. Non, mais c'est intéressant parce que tu te rends compte que tout est calculé pour que tu dépenses. Et par exemple, ça sert à quoi de faire 3 gobelets chez Starbucks ? Ça, c'est une très bonne pratique. Ça sert à pousser le client vers une direction que tu veux. Et c'est le prix de celui du milieu qui détermine vers quoi tu veux pousser le mec, tu vois. Parce que si tu as par exemple 10 et 30 et que tu mets le milieu à 25 €, tu es en train de pousser les gens à prendre celui de 30 parce qu'ils se disent, pour 5 € de plus seulement, j'ai toutes les options, tu vois. Ça, c'est par exemple les tailles de disque dur d'espace de stockage des iPhones. Souvent, tu as iPhone 500 Go. Ou 1 Tera. Ouais, exactement. Et si tu veux que les mecs achètent celui du milieu, bah, tu places beaucoup plus de celui du bas, en fait. Ah là là, donc tu mets 10, 15 et puis 40 €. Et donc les mecs vont se dire, ok, je prends celui du milieu parce que il n'est pas beaucoup plus cher que celui du bas, tu vois. Et c'est pas forcément le plus intéressant. C'est pas toujours le plus intéressant. Mais si tu le fais pas, si tu mets un seul prix, en fait, les gens achèteront moins. C'est prouvé parce que c'est comme quand tu imagines, tu es dans une école, tu as une machine qui vend les boissons, là. Ouais, une machine à café. Machine à café, Coca. Et cette machine-là, si elle est seule, elle a 100 clients par jour. Si tu places une machine à côté Pepsi, tu as l'impression que tu auras 50-50, mais en fait, tu en auras 110 ou 120 au total parce que les gens, ils ont le choix. Ouais. Et au lieu de se poser la question, je prends un Coca ou pas, ils se disent, je prends Coca ou Pepsi. C'est comme le serveur qui te dit... Hyper intéressant, ça. Eau plate ou pétillante. Ça, c'est une vraie technique. Moi, je dis carafe, de toute façon, tout de suite.
Parce que on n'ose pas trop dire. On n'ose pas trop dire, on passe pour des radins. Exactement. Alors que le marketing de l'eau, c'est quand même, bref, je sais pas. Et donc tu dis, il t'offre un choix, il te dit pas carafe, ou il te dit vraiment plate ou pétillante. Et si t'es avec quelqu'un, tu passes vraiment, comme tu dis, pour le radin, quoi. Pour le rat de service. Un verre d'eau communal, s'il vous plaît. Donc marketing, c'est avec le marketing, tu peux vraiment vendre. Beaucoup. Ça, c'est des techniques de marketing un peu méconnues quand même. Hein. Enfin, pas par le grand public, en tout cas. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Complètement. Tout est étudié. C'est un médicament plus cher. Par exemple, pour les médicaments, c'est pareil. Les antidouleurs, quand ils sont un peu plus chers, les gens sentent qu'ils sont plus efficaces. Ils ont l'impression que c'est plus efficace, tu vois. Quand tu sers du vin dans un truc plus lourd, tu as l'impression que le vin est plus goûteux, tu vois. Il y a beaucoup de billets comme ça dans le cerveau humain qui sont utilisés par le marketing, tu vois. Oh là là. Salaud. Quand on vend un produit, pourquoi il ne faut pas mettre, tu sais, il y a des prix ronds, on met 4,99 au lieu de 5 euros, par exemple. Ça a un vrai impact, parce que tu dis que c'est 4 euros. C'est la perception des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si c'est un produit très luxe, les chiffres ronds marchent mieux. Mais si c'est un produit où le prix est important, c'est-à-dire que tu essaies d'économiser dedans, le fait de le mettre avec des virgules, toi, en tant que consommateur, tu vas penser qu'ils ont baissé au max. Mais s'il est rond, ça veut dire qu'ils n'ont pas baissé au max, tu vois, parce que c'est pas possible que ce soit 100 euros pile. C'est peut-être 89 euros. Ça veut dire qu'ils ont fait le max pour le baisser. Alors que quand tu achètes du luxe, tu cherches pas quelqu'un qui a fait. C'est plus clean d'avoir 1000 euros ou 1100, etc. Tu vois. Très intéressant. C'est quoi le principe de rareté dans le marketing? Ça, c'est une technique aussi. Ouais. Le principe de rareté, c'est très puissant, ça aussi. Souvent, c'est simulé. C'est pas une vraie rareté, tu vois. Et en fait, c'est basé sur un truc qu'on a dans le cerveau, qui a été testé sur des enfants d'ailleurs. Tu ramènes des enfants, 2 groupes, et tu poses sur le sol 2 jouets. Et en fait, il y a un des 2 jouets qui est masqué par une vitre. Donc il est un peu moins accessible, ok ? Si la vitre est très petite et que tu peux juste passer la main par-dessus pour prendre le jouet, c'est 50-50. Les enfants prennent autant l'un que l'autre. Mais si tu mets une barrière beaucoup plus grosse de vitre, que l'enfant il doit faire le tour pour le chercher, dans tous les cas, il va préférer ce jouet. Il aura l'impression qu'il est meilleur parce qu'il est inaccessible. Et ça en a été programmé comme ça. Et du coup, dans une boutique de luxe, tu auras toujours un des articles, pas tous, qui sera bien vitré, bien inaccessible. Et ça sera un peu l'article phare de la marque. C'est un peu de la manipulation. Écoute, c'est quoi l'enseigne où tu trouves qu'ils sont très bons en manipulation de clients? Ceux qui utilisent vraiment le marketing de manière très poussée, tu as beaucoup de marques, mais Ikea sont très très forts là-dessus. Starbucks aussi. Starbucks vont très loin jusqu'à écrire ton nom avec des fautes d'orthographe pour que tu prennes des photos en disant à tes potes sur Instagram. Du génie, ça c'est du génie. Ça c'est du génie. Et du coup, ça fait beaucoup de posts qui parlent de Starbucks. Mais celles qui réussissent, Apple sont incroyables dans ça. Tu sais que quand tu rentres dans un Apple Store, les Mac, ils sont inclinés dans un angle hyper précis. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs le matin, ils vont dans Apple Store pour mesurer l'angle d'inclinaison. Avec un rapporteur? Oui, exactement, avec un rapporteur. Et en fait, ça leur permet Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. Tu sais, il y a des mots comme ça, tu te rends compte que ça fait... Tu te l'as mis dans un coin de ton cerveau. C'est clair, mais ils vont loin jusqu'à utiliser un truc comme ça, tu vois. Et en fait, toi, quand tu arrives, tu sais, c'est un peu désagréable parce que le Mac, il n'est pas tourné assez pour que tu vois l'écran. Du coup, tu le pousses. Mais le fait de le pousser, tu as un contact physique. Et dès que tu as un contact physique, un produit, c'est pour ça les vendeurs d'avant, c'est incroyable, ça. Les vendeurs dans les marchés, dans les bazars, ils te disent vas-y, essaye, etc. Parce que dès que tu as une connexion physique avec un objet, tu as beaucoup plus de chances de te projeter, de l'acheter, en fait, tu vois. Donc, Apple sont aussi des génies dans le marketing. Tu as été invité à une visite d'État par l'Élysée en Algérie. Tu rencontres Xavier Niel, qui est le fondateur de Free, qu'on aimerait beaucoup recevoir d'ailleurs aussi sur Légende. Qu'est-ce qu'il te dit à propos de Legalpay? Vous avez une discussion? Ouais. C'était un voyage d'État vers Alger et il était dans l'avion je ne savais pas qu'il faisait partie du voyage, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de temps mort dans ces visites-là parce que parfois, Macron va parler avec le président qui le reçoit. Donc, en fait, T'attends avec la délégation. Et dans la délégation, tu as des gens incroyables. Donc, tu avais Xavier Niel. Et on avait parlé de... C'est un maître du marketing, Xavier Niel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est un des rares patrons français à être connu du grand public. Tu connais pas les patrons de Decathlon, de Auchan, etc. Tu connais Xavier Niel, tu vois. Alors que c'est pas le plus gros des patrons français. Et du coup, on avait parlé un peu marketing. Donc, il me disait une des techniques. Enfin, il me disait qu'en gros, pour pouvoir vraiment réussir dans le marketing, il faut faire ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire des coups qui ne coûtent pas cher, mais dont tout le monde va entendre parler. Et il me parle de Station F.
qu'il a fait lui. Il me parle de même le nom Free. Il n'avait pas choisi au hasard. Gratuit. T'as l'impression anglais. que c'est gratuit, exactement. Ouais. Donc ça veut dire que c'est pas cher. Tout le monde en parle après. Et lui il est maître dans ça. Il a tellement utilisé ça dans sa vie. C'est pour ça qu'il est. Et donc il me disait, imagine tu construis une énorme tour ici qui soit en bois, donc elle te coûte rien à construire. Comme c'est la plus grande tour d'Afrique, tout le monde va la citer, tout le monde va parler de cette tour. Donc en fait, si tu dois budgétiser combien ça te coûte en publicité télé d'avoir la même couverture par rapport à juste le coût du bois. Ouais, le but, c'est de faire parler, quoi. Avec des idées qui coûtent pas cher, exactement. Pour terminer, les faillites, c'est prendre des risques, tu disais, entreprendre et tout ça. Et en 2023, j'ai pris les chiffres, vous puissiez savoir, ouais, c'est 17 000 entreprises qui ont fait faillite en France. Donc, sur les 96 000 qui ont été créées en 2024, il y en a 17 000 en 2023. Donc, c'est à peu près ce que tu disais, hein, c'est pas loin de 20%. Oui. C'est à cause de quoi, les faillites le truc que tu as le plus remarqué? Les faillites, c'est très souvent... Là, en fait, les gens pensent que les faillites, c'est quand tu n'as plus d'argent dans la boîte. Mais souvent, c'est quand l'entrepreneur lâche, mentalement. C'est-à-dire quand... Un burn-out? Pas forcément un burn-out, mais quand tu as... C'est très dur psychologiquement de gérer une boîte parce que tu as des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles dans la même journée. Et donc, tu es sans cesse dans cette schizophrénie de... tu es euphorique à 10h. Après, tu as une très mauvaise nouvelle qui arrive. Tu dois connaître ça très bien. Tous les jours. Tu as tous les jours des trucs. Tu as Jean Reno qui dit oui à une interview et puis l'après-midi, tu t'entends une très mauvaise nouvelle, quoi. Et donc, mentalement, c'est éprouvant. Mais c'est ça qui est génial aussi dans le milieu artistique, mais c'est vrai que ça peut fatiguer à long terme. C'est fatigant à long terme et donc, souvent, c'est des gens qui lâchent au bout de 18 mois, 2 ans. C'est pour ça qu'avoir des associés, c'est très, très fort. Parce que quand toi, tu es down, quand tu es très bas mentalement, il y en a toujours un qui est mieux mentalement. Et donc, il va garder l'énergie positive dans le groupe. Il va te remonter le moral, tu vois. Quand tu es seul, tu peux lâcher aux premières difficultés. Donc, toutes les boîtes connaissent un moment d'extrême difficulté. Un ou plusieurs. Je te donne une anecdote sans citer le nom, parce que vous puissiez le savoir, c'est assez drôle. Pour vous donner un exemple, un jour, on a une journée de tournage, il n'y a pas si longtemps, avec un invité extraordinaire. On le fait, on le tourne, ça se passe super bien. Et d'avoir un invité énormissime juste après, qui n'avait qu'un moment dans la journée, qui était à l'étranger, qui venait en France, machin et tout. Hein. Le mec se trompe d'adresse. Oh. Le taxi se trompe d'adresse. Il nous envoie une photo via son agent. Terrible. Il dit, je suis dans le hall, personne ne répond. Et en fait, il avait inversé, une lettre, machin, ça tombait sur une autre route qui est à l'autre bout de Paris. Il avait qu'une heure. Ça tenait qu'à ça. Ça tenait qu'à ça. Et donc c'est pour ça ce métier. Et nous, on avait bossé pendant 3 semaines dessus, on était stressés, on avait tout préparé, des surprises, des machins. Terrible. Et le mec, c'est juste, sans faire exprès, trompé d'adresse, tu vois. Donc c'est toujours des trucs comme ça dans ce métier, mais c'est en même temps, c'est ce qui est génial aussi, quoi. T'as dû prendre un coup, quand même. Ah ouais, t'es dégoûté, parce que je lui ai proposé, j'ai voulu le chercher en moto, machin, et puis en fait, c'était trop tard, il avait même plus une demi-heure après, il fallait qu'il reparte et tout. Et ça, ça arrive tout le temps. Et donc, les gens lâchent à un moment, et c'est que ça la raison de faillite. C'est que les gens, à un moment, ils arrêtent, tu vois. Je vous mets le lien de Legal Play si vous voulez créer une boîte, si vous voulez vous lancer, que ce soit auto-entrepreneur ou monter une société tout court, avec ou sans associé, hein, on peut tout faire. Je vous mets le lien de Legal Play, ils sont cliquables sous la vidéo. Si vous nous écoutez en podcast audio, je vous mets le lien aussi sur Spotify ou dans les descriptions, que ce soit sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, on mettra le lien cliquable dessus. Je vais mettre aussi tes réseaux sociaux, parce que tu es suivi, j'ai noté, tu as 143 000 followers sur Insta. Ouais. Sur YouTube aussi. Et sur YouTube aussi, Rassem Flazi, voilà, si vous voulez, je vous mets les liens cliquables sous la vidéo, si vous voulez le suivre sur YouTube, sur Instagram, pour suivre un peu. Tu donnes des conseils d'entrepreneuriat ? Exactement. J'essaie d'enlever toutes ces peurs-là, tu sais, dont on a parlé, sur la vente, donner des techniques de vente, de négociation, de marketing, pour décomplexer un maximum de gens, parce que en vrai, tout le monde peut être entrepreneur. Aujourd'hui, on nous a beaucoup fait peur avec ça, avec les risques, etc. Mais tout le monde devrait tester à un moment. Même à côté de son boulot, en fait, tester une idée, comme c'est très accessible de le faire, monter une structure, vendre des choses, faire un peu de freelancing, ça peut que apporter plus de confiance et peut-être changer ta vie à un moment, en fait. Est-ce que ça marche de l'étranger ? Dernière question que j'ai oublié de te poser. Il y a des conditions pour lancer sa boîte de l'étranger en France. Enfin, si tu es français, tu peux lancer de l'étranger la boîte, et si c'est purement digital et numérique, oui. Non, mais si tu es belge et que tu veux créer une boîte, par exemple, en France... Ouais, si tu es belge, ça marche. Si tu es européen, ça marche. Si tu n'es pas européen, il y a des conditions particulières. Il faut être résident, je pense. C'est des conditions qu'on couvre parce qu'on a beaucoup ces questions-là. Il y a des gens qui viennent. Donc, on analyse cas par cas et on te dit si c'est possible ou pas.
T'avais ton t-shirt, tu veux le montrer à l'image. Voilà, il avait, parce que c'est vraiment son équipement, il disait mets pas tes mains là, parce qu'il y a la marque de Legal Place. Merci beaucoup, Rassem, d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Franchement, tu as été super et tu nous as bien expliqué. Je pense que c'est vraiment chouette de faire des formats comme ça, les gens de business, pour mieux comprendre tous les sujets d'entrepreneuriat, essayer de donner envie de créer des boîtes et tout. Et tu as eu une super idée. Et de toute façon, déjà, les clients te le rendent, puisque tu as aider 300 000 entreprises, c'est énorme. Voilà, je vous mets les liens cliquables sous la vidéo. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission avec Rassem de Legal Place. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Ciao tout le monde.